Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette principale édition d'information de la mi-journée. Donc voici les titres. Après la 44e session ordinaire de la CEDEAO, le président de la République Macky Sall rencontre à Yamoussoukro les Sénégalais de Côte d'Ivoire. En plus d'une unité de production de passeports et de cartes d'identité nationale, les femmes bénéficient d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour financer les activités génératrices de revenus. Suite de la série de reportages sur le Waalo, la pêche, principale activité dans le lac de Guiers, la sécurité frontalière à Rosso, Sénégal et la qualité du réseau hydrographique au Waalo. Ce sont là les différents sujets de reportage proposés dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme il a l'habitude de le faire lors de ses déplacements hors du Sénégal, le président de la République Macky Sall, en visite à Yamoussoukro, a rencontré les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Ils ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance. Une unité de production de passeports et de cartes d'identité nationale a été mise à leur disposition pour aider les femmes à créer des activités génératrices de revenus. Le président de la République met également à la disposition de ces dernières une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Suivant ce reportage de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Youssou Sagna, Djibrigué et Ousseinou Ndoye et Khadikana. En l'espace de 2 mois, le président Macky Sall a rencontré 2 fois la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais sont venus remercier le chef de l'État qui leur avait promis, lors de sa dernière visite à Abidjan, de leur faciliter l'obtention de passeports et de cartes d'identité. Ces choses faites, une unité de confection de ces pièces d'identité est fonctionnelle. Autre acte posé par le président Macky Sall, la mise en place d'un fonds d'entrepreneuriat d'un montant de 100 millions de francs en faveur des femmes, des bourses offertes aux bacheliers, autant d'actions que les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire apprécient à leur juste valeur. C'est pourquoi ils ont tenu à réaffirmer au président Macky Sall leur soutien et leur engagement à ses côtés. Nous tenons avant tout à vous remercier d'avoir bien voulu bousculer votre agenda personnel afin de nous accorder cette audience. Ceci témoigne, Monsieur le Président, de l'intérêt que vous accordez à la communauté sénégalaise résidant en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la mouvance irréversible de l'évolution de l'humanité, la préoccupation constante des peuples et la recherche permanente des conditions de vie durables, paisibles et harmonieuses. C'est cette recherche effrénée du progrès social contenue dans votre programme Yoonu Yokkute qui vise à conduire le Sénégal vers l'émergence en 2020 qui explique votre présence aujourd'hui à nos côtés. La communauté sénégalaise est fière de toutes les actions que vous avez menées dans le cadre de la facilitation et de l'amélioration de leurs conditions de vie depuis votre accession à la magistrature suprême. Le président Macky Sall a témoigné toute sa gratitude à la communauté sénégalaise pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé à son arrivée à Yamoussoukro. Des dispositions seront prises pour faciliter aux Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire l'accès au logement. Je remercie la communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire pour son engagement et surtout pour son courage. Et je veux vous assurer que nous serons à vos côtés. Le centre de passeport vous a été livré, ainsi que la production de cartes nationales d'identité. Nous voulons rendre autonomes nos services consulaires sur place. Nous voulons faire en sorte également que les femmes comme les hommes de la diaspora soient renforcés en capacité tant au plan financier qu'au plan même de l'entrepreneuriat. Puisque nous savons parfaitement l'apport de la diaspora sénégalaise dans notre économie.
Chaque jour, vous mettez plus de 2 milliards de francs sur l'économie nationale à travers les différentes diasporas d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et de partout. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre des Sénégalais de l'extérieur, il est important et il urge que la question du logement des Sénégalais de l'extérieur soit prise en charge de façon spécifique en liaison avec votre collègue de l'urbanisme et de l'habitat pour que les réponses appropriées puissent leur être apportées et dans les meilleurs délais. Le président de la République a échangé avec les Sénégalais de Côte d'Ivoire de l'importance du plan Sénégal émergent et de son apport dans le développement du pays. Le président de la République, Macky Sall, donc, a rencontré les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Plan Sénégal émergent et changement de comportement, c'est autour de ce thème que les étudiants du département de sociologie ont échangé. C'était à l'occasion de leur journée scientifique. Les étudiants ont reçu la visite du Premier ministre qui les a exhortés au travail. Salut Sec, reportage. Pour les journées scientifiques de cette année, les étudiants du département de sociologie ont voulu coller à l'actualité. Leur réflexion porte sur le PSE, un programme qui touche tous les secteurs de la vie. On a l'habitude d'organiser des journées scientifiques pour réfléchir sur des thèmes qui sont d'actualité, des problèmes sociaux. Et quand on parle de problèmes sociaux, le sociologue est directement interpellé. Pour réfléchir sur le PSE, le club de sociologie ne s'est pas trompé de personnes ressources. C'est le Premier ministre Aminata Touré qui a été invité à expliquer les tenants et les aboutissants du programme qui vise à mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Pour la première fois, un président élu, bien élu, prenait l'initiative de redessiner l'avenir de notre pays. Donc cela nous met quelque part déjà au cœur du sujet, changement de comportement, en tout cas du point de vue du leadership qu'il incarne. Et ce qu'il veut dire à travers ce plan, c'est que l'Afrique et le Sénégal en particulier peuvent prendre son destin en main. Et c'est cela le premier changement de comportement qu'il faut noter. Le Premier ministre a exhorté les étudiants au travail. Selon Aminata Touré, les jeunes devront jouer un rôle déterminant pour la réussite du PSE. Cette grande ambition, incarnée par le plan Sénégal émergent, ne pourra réellement réussir que si nous nous mettons réellement au travail. Donc c'est réhabiliter le culte du travail, puisque ce culte du travail existe. C'est ce que nous enseignent toutes nos religions, tous nos grands saints dans ce pays commencent par nous appeler au travail. Donc la première rupture dans le comportement, c'est de faire du travail une seconde religion. La journée scientifique du club de sociologie a vu la participation des professeurs et chercheurs. Ces derniers ont affirmé leur volonté d'apporter leur contribution pour la réussite du plan Sénégal émergent. Le mois d'avril est décrété mois de la prévention des risques et maladies professionnelles. La rédaction ouvre une série de reportages sur la question. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Quelle est la situation nationale? Éléments de réponse tout de suite avec Mamadou Samambo. J'ai été amputé de ma jambe gauche, étant très jeune, et que j'aspirais à une carrière sportive. Et là, vraiment, ça a freiné complètement mes ambitions. Amadou Tidiane Sow est un accidenté du travail. J'ai subi l'accident en 1978. C'est un accident de trajet. C'est après le service et que je rentrais à mon domicile, c'est en ce moment que j'ai eu à faire l'accident. L'accident de travail, c'est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ou bien pendant le trajet de sa résidence à son lieu de travail, ou bien pendant ses déplacements ou ses missions. Tout accident qui survient, à partir de ce moment-là, est considéré comme un accident de travail. Aujourd'hui, Tidiane Sow semble avoir retrouvé la joie de vivre. Il a créé un micro-environnement pour son sport favori, l'élevage de lapins. Mais sa blessure reste encore très profonde.
Ça a été très douloureux et très difficile à gérer à l'eau, oui. Honnêtement, moralement et physiquement. C'est la même blessure que vit Modou Kharisek. Cet éternel assisté a reçu une décharge électrique de plusieurs dizaines de volts. Une chance sur 10 000 selon les experts, mais le miraculé a tenu le coup. La brigade qui m'a devancé a oublié de mentionner sur le registre que le circuit était alimenté. Après la décharge, j'ai fait 5 ans à l'hôpital. Au niveau du Sénégal, on constate le plus souvent dans les industries, d'abord le manque de formation de certains travailleurs, de plusieurs travailleurs d'ailleurs, mais aussi des machines obsolètes où le plus souvent il n'y a pas de mesures de sécurité, mais aussi à l'absence d'équipement de protection. Les accidents de travail, ce ne sont pas que des blessures corporelles. C'est aussi des détresses sociales et des histoires insoutenables. En partant au travail, mon époux m'a remis 1000 francs pour les soins de notre enfant avant de me dire au revoir. 30 minutes après, on m'informe qu'il est mort d'un accident de travail. Au Sénégal, la tendance des accidents de travail est à la baisse, mais les chiffres restent encore importants. En 2008, on était, par rapport au nombre d'accidents immatriculés à la caisse, à 3542 déclarations. En 2009, on était à 2921 et aujourd'hui, en 2013, on a 2251 accidents. C'est vous dire quand même que le nombre des accidents du travail va en diminution. Le risque zéro n'existe pas en santé et sécurité au travail, c'est connu. Mais la direction des accidents du travail et des maladies professionnelles préconise... Je dis que mieux vaut prévenir que guérir. Vivement que la prévention marche. Si ça marche au niveau de la prévention, en tout cas à coup sûr, on aura moins d'accidents et on réparera beaucoup moins. Les accidents de travail et les maladies qui en découlent coûtent au monde 4% de son produit intérieur brut annuel. Le Sénégal dépense en moyenne 3 milliards par an dans la réparation. Une réparation très partielle quand on sait que les dommages causés par les accidents de travail sont non quantifiables sur le plan numéraire. Le mois d'avril, donc, décrété mois de la prévention des risques et maladies professionnelles. Retour au Waalo avec la suite des reportages que vous a proposé la rédaction tout au long de la semaine. La pêche est la principale activité au Waalo après l'agriculture, mais les pêcheurs font face à beaucoup de difficultés. Reportage dans le lac de Guiers avec Ndeye Aïdadja. Pour la 5e fois consécutive, les filets sont lancés. Et toujours, c'est la même quantité de poissons. Le poisson se développe en amont. Le problème, c'est que là-bas, on a édifié des barrages et des poules, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus, ils meurent souvent. Et pourtant, on vit principalement de cette activité. Cette situation est vécue par la plupart des pêcheurs du Waalo. Tiago, village de pêcheurs à quelques kilomètres de Richatol. Il y a naguère quelques temps, ce lac de Guiers fournissait 2000 tonnes de poissons. Aujourd'hui, l'activité des pêcheurs est sérieusement remise en cause. Et pour ne rien arranger à leur situation, les moyens ne suivent pas. Ici, nous avons seulement 2 techniques de pêche qui tournent autour du filet. Pour vous prouver que c'est difficile et que le lac n'a pas de poissons. Je vous dis que depuis ce matin, je n'ai même pas de quoi préparer le repas. Ces pêcheurs ne sont pas les seuls malheureux. Toute une chaîne est touchée par cette baisse de la production. Astou Diop est vendeuse de poissons, mais depuis quelque temps, elle s'active aussi dans la vente de clémentines pour pallier le manque de poissons. Autre solution, utiliser les techniques de séchage. Si j'ai assez de poissons, je vais vendre ça à Richatol, mais ça arrive très rarement. C'est pourquoi je préfère en faire du poisson séché, c'est plus économique. Mon fils m'amène le peu de poissons qu'il a pêchés. Je les sèche pour ensuite les revendre. C'est ce qui nous permet de joindre les deux bouts. Les pêcheurs avaient l'habitude d'observer le repos biologique, mais cela n'est presque plus envisageable de nos jours. Ici, la pêche est la principale activité après l'agriculture.
Rosso Sénégal, ville frontalière, enregistre le plus d'entrées et de sorties de personnes et de biens après l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Dès lors, le contrôle et la sécurité sont indispensables dans cette ville située à 365 km de Dakar. Au débarcadère, ce sont la police des frontières et la douane qui sont chargés de cette mission de surveillance. Notre reporter Philomène Constance Diagne a assisté à un contrôle à l'arrivée du ferry. 15h30, le bac de Rosso arrive au débarcadère. Les agents de la police procèdent au contrôle des personnes, puis c'est au tour du commandant Diop et de ses hommes de passer au peigne fin les véhicules transportés sur le bac ainsi que les marchandises. Il y a des mouvements de rotation du bac de Rosso. À chaque fois, à l'arrivée, il y a un agent des douanes, de même qu'un agent de la police qui est chargé de recevoir en premier lieu les étrangers ou bien les Sénégalais qui reviennent. Donc il y a un contrôle d'identité à faire à la police. Au niveau de la douane, c'est un contrôle d'abord sur la personne pour voir s'il a des marchandises à déclarer ou bien s'il n'y a rien à déclarer, c'est juste sort, il n'y a pas de souci à ça. Ce processus est une routine pour ces hommes de la douane et de la police. La sécurité nationale et l'économie du pays en dépendent, ce qui nécessite un sens pointu de l'observation vu la capacité de camouflage de produits et d'objets transportés par les passagers. Les gens viennent déclarer s'il y a des choses prohibées. Ils sont mis en dépôt, pour les besoins d'une petite enquête et éventuellement être saisis. Mais généralement, les marchandises, elles sont couramment connues ici au niveau de Rosso. C'est surtout les biscuits, les mandarines. L'entrée et la sortie des personnes et des biens requièrent également des règlements administratifs. Souvent, ce sont de pénibles formalités et le paiement de nombreuses taxes qui attendent les voyageurs. Les papiers transitaires, tu fais ça. Tu veux réguler les papiers, réguler tout avec les douanes, les polices, les billets, le vague. Rien de problème. Il marche bien. Au Sénégal, non, ça dépend. Ça dépend parce que des fois, on a des jeunes qui sont plus informés, alors qui nous aident, par exemple, à faire les formalités le plus rapidement possible. Ce contrôle entre dans le souci de bien faire. Rien que le bureau de la douane a enregistré des recettes d'un montant d'1,150 milliard de francs CFA les 2 derniers mois. Les forces de sécurité tentent tant bien que mal de s'acquitter de leur mission et ce contrôle sera renforcé d'ici peu avec l'appui de l'Inde par un système électronique et un scanner pour surveiller minutieusement la frontière sénégalo-mauritanienne. Avec le delta du fleuve Sénégal, le Waalo possède l'un des meilleurs réseaux hydrographiques du pays. Grâce à cette position, la société d'aménagement et d'exploitation du delta du fleuve Sénégal a pu aménager des milliers d'hectares pour la culture irriguée. De l'eau en abondance, plusieurs agriculteurs en disposent pour leurs activités. Toutefois, cette distribution de l'eau est inégale. Certaines exploitations dans la zone de Ross-Béthio n'en disposent pas suffisamment. Une situation en passe d'être résolue par la SAED. Eric Nimadi. Les espaces aménagés par la SAED et exploitables par les agriculteurs dans les départements de Saint-Louis et d'Agana sont évalués autour de 75 000 hectares. Pour avoir ces superficies, la société d'aménagement et d'exploitation du delta du fleuve Sénégal s'est essentiellement basée sur le potentiel hydraulique de ces deux zones. Dans la délégation, il y a le fleuve Sénégal qui longe la délégation sur à peu près 110 000 km. On a aussi un système d'adducteurs sur 250 km. Il y a également des chenaux dérivés, à peu près 109 chenaux dérivés. Un système de stations de pompage et de drainage qui complète le système. Et le système Gorom-Lamsar qui permet un peu d'alimenter ces 75 000 hectares exploitables. Dans ce dispositif, le Gorom et le Lamsar jouent un rôle important. Surtout le Lamsar, dont la réhabilitation a permis d'augmenter les superficies cultivables dans le bas delta.
Le delta est composé de méandres, d'affluents et de défluents du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes presque à 20 km du fleuve Sénégal. Et donc, le Lamsar est alimenté par le Gorom qui part du fleuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, vous voyez ces herbes adventices qui encombraient le fleuve. Et ces herbes prenant de la place, le système de vases communicants, il n'y a plus d'eau dans le fleuve parce que les herbes prennent de la place. Et l'eau n'arrivait pas à Saint-Louis. Malgré ces efforts du gouvernement dans cette zone, plusieurs agriculteurs n'ont pas suffisamment d'eau. C'est le cas au niveau de ces exploitations situées au nord de Resobetio. Le site s'appelle Goana. Ici, ce long canal qui permet d'irriguer les champs riverains du GIE des femmes de la localité est presque vide. Une situation qui ralentit considérablement l'évolution des travaux sur ces périmètres. Il y a beaucoup de pompes, de motopompes, qui sont directement branchés sur le chenal d'amont en aval. Et si les premières motopompes, donc dans les premières exploitations, qui sont toutes des exploitations privées, pompent, souvent la zone située en aval manque de l'eau, il arrive de manquer de l'eau. Un problème qui ne va plus durer. Selon la SAED, les projets en cours dans la zone vont résorber totalement ce gap d'ici peu. C'est le projet PADEMAS. Donc c'est des projets qui vont permettre d'amener des aménagements structurants dans la zone du riz et permettre à beaucoup plus de gens de s'installer. Avec tous les travaux d'adduction d'eau entrepris par le gouvernement et le MCA, le delta du fleuve Sénégal va à coup sûr occuper une place centrale pour la réalisation du plan Sénégal émergent. Voilà, c'était là la série de reportages réservés au Wallo. Bien sûr, nous continuerons dans nos prochaines éditions. À l'international, l'Ukraine peut être en sortie de crise après l'heure de conversation menée hier entre Vladimir Poutine et Barack Obama. Les deux chefs d'État russes et américains vont aujourd'hui à Paris pour poursuivre la discussion. Le président russe laisse entrevoir la possibilité d'une sortie de crise. À Kiev, tous les regards sont tournés vers la prochaine élection présidentielle. Yulia Tymoshenko, la passionnariat ukrainienne, se montre très virulente dans sa déclaration de candidature. Si vous me choisissez, je ne permettrai à aucun agresseur de prendre un seul centimètre d'Ukraine sans combattre. Presque une déclaration de guerre contre Vladimir Poutine après l'annexion de la Crimée il y a 15 jours. Mais depuis hier, la situation se débloque. Vladimir Poutine a téléphoné à Barack Obama. Dans leur conversation, les deux hommes ont évoqué les solutions de sortie de crise proposées par Washington, à savoir retrait des forces russes en Crimée, l'envoi d'inspecteurs internationaux pour surveiller le droit des minorités et respect des résultats de la présidentielle en Ukraine. Barack Obama demande une réponse par écrit. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, avait déjà amorcé le dialogue avec son homologue russe cette semaine, mais Moscou continue à souffler le chaud et le froid. Nous protégerons les droits des Russes et des russophones en Ukraine par tous les moyens politiques, diplomatiques et légaux à notre disposition. À Kiev, les tractations politiques se poursuivent. Vitali Klitschko, candidat à la présidentielle, se désiste et apporte son soutien au milliardaire Poroshenko. Et pendant ce temps-là, la minorité tatare de Crimée a choisi d'organiser des élections afin de décider de son avenir. Retour chez nous pour parler du virus Ebola, fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée, une mesure préventive de l'État par rapport à l'épidémie de fièvre Ebola dans la région frontalière de Kolda. Après la fermeture des marchés hebdomadaires de Diaoubé et de Manda Douane, les autorités multiplient les réunions et mettent en place des comités de surveillance et un plan de communication pour sensibiliser les populations, nous dit Pape Madi Diop. Pas de signaux certes, mais tel un lourd fardeau, la psychose est là et bien présente. Ça fait très peur, hein? C'est dangereux quand même. Est-ce que vous prenez des mesures préventives? Ah non, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ah oui. Parce que d'ailleurs, moi, je ne vais pas s'allier avec personne. Hein? Et ensuite, je ne mange pas n'importe quoi. Vous ne donnez pas la main aux gens, non? Jamais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. J'entends parler du virus, je ne connais absolument rien du tout. Si certains ont l'information, d'autres par contre ne comprennent absolument rien de ce qui se dit, moins encore de l'existence de la fièvre Ebola en Guinée.
Du virus Ebola? Oui. Vous ne connaissez pas le virus Ebola, non? Non, non. Vous n'avez jamais entendu parler? Non, non. Vous n'êtes pas informé qu'il y a un virus Ebola qui se trouve en Guinée, non? Guinée? Quelle Guinée? Guinée-Bissau ou Conakry? Guinée-Conakry. Non, 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 non. Non, non, je n'ai pas courant. Et pourtant, au niveau des médias locaux, la grille des programmes révisés s'inscrit dans une logique de sensibilisation. Il y a le Pulaar, il y a le Manding, le Wolof et le Français. Nous avons donné des instructions à tous les animateurs, mais surtout ceux qui font des émissions religieuses, que cette maladie soit au cœur des débats. Des émissions interactives avec les techniciens de la santé permettent de faire connaître quelques symptômes de la maladie. Il y a les vomissements, il y a les maux de tête, il y a les douleurs musculaires, la forte fatigue, la forte faiblesse physique, que techniquement on appelle asthénie. Au niveau de l'exécutif, 4 arrêtés administratifs ont été déjà pris, comme pour dire gouverner, c'est prévoir. Et le préfet de Vélingara est principal concerné, a immédiatement aussi pris les dispositions nécessaires pour fermer le marché de Diaobé pour le mercredi, pour que le marché déjà devant la douane qui était ouvert ne puisse pas se mouvoir vers Diaobé. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau donc de Diaobé, au niveau de Mandadouane, Biaro, tous les marchés qui sont dans l'arrondissement de Pakour, tous ces marchés sont fermés et les populations ont totalement adhéré à ces mesures. Le virus Ebola est très dangereux et sa propagation est très rapide. Cette contamination interhumaine se fait par le contact direct, par le contact avec des sécrétions comme la sueur, comme la salive, comme le sang, comme les vomissures des personnes infectées. Ce contact direct également, c'est soit le contact avec une personne vivante infectée, ou alors le contact avec les dépouilles mortelles, donc des personnes décédées de la maladie. À l'issue d'un CRD qui avait réuni tous les services régionaux concernés, les autorités en sont sorties rassurées. Il n'y a pas encore de cas notifiés de la maladie dans la région de Kolda. Ni de cas suspects, ni de cas probables, encore moins de cas confirmés. Donc au moment où nous parlons. Dans un souci de contrecarrer l'évolution imprévisible de la maladie, un plan de communication et des comités médicaux de surveillance sont mis en place, particulièrement dans le département de Vélingara, port d'entrée de la Guinée au Sénégal. Virus Ebola en Guinée, les autorités sénégalaises rassurent, aucun cas au Sénégal. Le ministre de la Santé a fait face à la presse ce matin. Elle a décliné les mesures prises par l'État pour éviter la maladie. Je vous propose tout de suite de suivre le ministre de la Santé, Eva-Marie Coll Seck, propos recueillis par Alassane Cissé. Il n'y a aucun cas au Sénégal, contrairement à peut-être ce qui a eu à circuler. Et il faut dire qu'il n'y a même pas de cas suspect. Il n'y a pas de cas confirmé, il n'y a pas de cas suspect. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui suit tout cela de très près, le gouvernement du Sénégal, dirigé par Madame le Premier ministre, Madame Aminata Touré, avec l'appui des partenaires, et la plupart nous les avons ici, a mobilisé des équipes et pris les dispositions suivantes. D'abord, il était important pour une maladie qui n'a jamais existé dans notre pays ou dans notre sous-région, d'envoyer à toutes les structures sanitaires, et je dis bien toutes les structures sanitaires, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées, on leur a envoyé une fiche technique qui décrit les signes et symptômes de la maladie, les moyens de prévention actuellement disponibles et la conduite à tenir immédiate pour la prise en charge des cas. Nous avons également renforcé la surveillance épidémiologique sur toute l'étendue du territoire. Tout cas suspect sera notifié. Et on a mis un accent particulier sur les frontières sud.
mais également le port, l'aéroport, avec une remontée quotidienne des informations si jamais un cas devait être suspecté. Il y a aussi un plan qui a été révisé avec tous les éléments. Nous avons mis en place une dotation initiale avec des produits d'hygiène qui nous ont notamment été donnés par l'UNICEF et 900 kits composés de moyens de protection individuelle, comme je l'ai dit tantôt, à toutes les structures qui vont être en première ligne au cas où il y aurait un cas suspect. Nous avons aussi mobilisé des fonds, notre fonds sur la gestion des épidémies d'un montant de 145 millions de francs pour renforcer les moyens de lutte déjà disponibles. Mais nous avons nos partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, qui sont également prêts à apporter des éléments supplémentaires financiers pour nous aider à nous préparer à ce qu'il y ait une bonne prévention par rapport à cette épidémie qui sévit en Guinée. C'est vrai que certains vont se dire tout cela qui est fait peut-être pour rien, mais il faut mieux prévenir que guérir. Il s'agissait donc du professeur Eva Marie Colsec, ministre de la Santé, qui a fait face à la presse ce matin et qui est revenu sur les mesures prises par l'État pour éviter le virus Ebola. En partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a célébré la Journée nationale de la qualité avec l'approche des 5S. L'hôpital général de Grand Yoff a été choisi pour abriter la cérémonie. Aïda Mamadou Diop. Il s'agit de la célébration de la première journée nationale de la qualité. Pour mieux améliorer les soins et les services dans les structures sanitaires, le Sénégal avait adopté l'approche des 5S depuis 2007. Aujourd'hui, le bilan reste satisfaisant. Cette expérience pilote nous a permis de démontrer qu'il était parfaitement possible, avec cette méthode très simple, d'améliorer les performances. Et ceci est important dans un pays comme le nôtre, qui est un pays aux ressources limitées, pour ne pas dire pays pauvre, qui a besoin de tirer le maximum de ses ressources. Séparer, systématiser, salubrité, standardiser, se discipliner, les structures sanitaires pourront atteindre le top. En partenariat avec la JICA, le Sénégal ambitionne d'élargir l'approche 5S au niveau national. Aujourd'hui, le défi qui se pose à nous, c'est celui de généraliser et d'appliquer cette approche 5S dans l'ensemble de notre système. Nous le ferons avec l'accompagnement de la coopération japonaise, mais aussi avec l'engagement de tous les acteurs aux différents niveaux, hospitaliers, centres de santé, mais aussi au niveau national. Cette journée célébrée à l'hôpital général de Grand Yoff a permis aux responsables de constater l'efficacité de l'approche 5S. Une expérience concluante qui sera sans doute étendue dans l'ensemble des structures sanitaires du pays. Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, FISFAO, la 3e édition se tient à Dakar. Les compétitions se déroulent depuis hier. Seul le Niger manquait à l'appel. La Côte d'Ivoire et le Sénégal affichent leur ambition pour le titre de champion du FISFAO. Dakar 2014, Dahaba reportage. Au commencement du 3e Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, les tout petits, avec la finale du concours de Scrabble scolaire de Dakar. L'ordinateur m'a seulement avancé de 9 points. C'est la première fois que j'ai gagné le tournoi scolaire. Ce trophée aiguise des appétits chez les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, championne en titre, débarque à Dakar avec une équipe complète. L'édition précédente qui a eu lieu à Abidjan, les athlètes ivoiriens se sont bien comportés. Et sur les 27 médailles, 16 médailles ont été glanées par la sélection ivoirienne. Moralement, ils sont prêts, techniquement, ils sont prêts à aborder ce festival et je pense que les résultats seront beaux. Le Sénégal, pays organisateur de cette 3e édition, veut frapper un grand coup. Nos lions scrabbleurs visent une qualification au 43e championnat du monde. Quand on comptabilise au sein de notre équipe nationale 400 anciens champions du monde qui ont joué les premiers rôles dans cette équipe-là et qui restent sur les premiers sur cette liste-là, alors on peut dire qu'on a de réelles chances de remporter tout ce qu'on a mis en jeu.
Un défi que veulent relever les fédéraux, heureux d'avoir bouclé le budget du festival. Sur les 8 pays attendus, il y a 7 pays déjà présents. Le budget étant couvert, les conditions étant les meilleures, le championnat peut se dérouler sous de meilleurs auspices. Nous sommes confiants parce que depuis 2 semaines, nous avons mis en regroupement les joueurs et je crois qu'aujourd'hui, ils sont fin prêts. Les épreuves se poursuivent tout au long de la semaine. La journée du 4 avril étant consacrée à une pause avant les finales élites, le Grand Chelem, prévu au soir du 5 avril. Pour lever une contrainte majeure dans le secteur agricole, l'État a mis en place un schéma de contractualisation commerciale du surplus de la production. Cela se passe entre les organisateurs et producteurs et les opérateurs du marché. Près de 5000 tonnes de mil, de maïs, de niébé et de sésame sont en train d'être commercialisées dans le bassin arachidier. Un système bien particulier que nous dévoile Ibrahima Diallo dans la rubrique Grand Format. Membre de l'ASC Diambougoum de Niakhar, Ababakar Sen assure le chargement de ces sacs de mil. Direction, le magasin de stockage de la communauté rurale. À bord de cette charrette, 400 kg de mil, le surplus de sa production qu'il vient commercialiser. Il y a 400 kilos. Kilo 200, tarif 80 000. Donc 80 000 tonnes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Numéro 195, on a sac là, 201. Au sac là, on a un problème, on a un autre. On a un numéro 9, justifié parce qu'il est au sac le carreau au hall. C'est lui que tous les producteurs attendaient. Avec son équipe, il vient procéder à l'enlèvement de la production. Un moment fort dans la vie de ces jeunes producteurs. Jeudi passé, à Diourbel, le marché dont ils dépendent, c'était à combien? C'était à 180. Okay. Ouais. 180. 180. Plus la marge de qualité. 25 francs. 25. Ce qui fait 205 francs. Un prix fixé conformément au protocole d'accord de la table filière 1000, mise en place par le projet d'appui aux filières agricoles. C'est ma deuxième saison avec ces gens. Non seulement ils sont des gens qui ont un sens élevé de la qualité, qui savent ce qu'ils font, mais sur le plan de l'organisation, c'est une référence. Pour aujourd'hui, le camion peut enlever 12 tonnes de mil. Le reste de la commande sera collecté dans les prochains jours. En attendant, le battage se poursuit dans les coins et recoins de ce chef-lieu de communauté rurale. Ça, c'est pour 24 producteurs. Alors que nous avons 100 producteurs, c'est dû tout simplement au fait que certains producteurs n'ont pas encore procédé au battage du mil. Et nous comptons vendre plus de 35 tonnes. L'année dernière, nous lui avons vendu 24 tonnes, mais cette année, la production a été meilleure. Et les rendements étant meilleurs, nous allons aussi augmenter la quantité. Actuellement, près de 5000 tonnes de mil, 1200 tonnes de maïs, 500 tonnes de niébé et 2000 tonnes de sésame sont en train d'être commercialisées dans le bassin arachidier à travers ce système mis en place par le projet d'appui aux filières agricoles. La signature des contrats et la définition de la charte qualité sont assurées par les acteurs directs à la base. Tout ce mécanisme est géré par les tables filières. Il y a un animateur qui est chargé d'appeler le producteur, le président de l'organisation et l'opérateur de marché pour qu'on puisse définir le jour de l'enlèvement. Il y a des normes comme le taux d'humidité, c'est 12%, le taux d'impureté, 1%, il y a d'autres quand même. 175. Pour une gestion transparente de ce système de commercialisation, le PAVA a mis en place le concept Yeglé. Un système de diffusion de l'information en temps réel à une large échelle. Les SMS nous informent sur les prix de référence. Dans ce message, par exemple, il est indiqué que le prix du niébé melach
Et pendant ce temps-là, la minorité tatare de Crimée a choisi d'organiser des élections afin de décider de son avenir. Retour chez nous pour parler du virus Ebola, fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée, une mesure préventive de l'État par rapport à l'épidémie de fièvre Ebola dans la région frontalière de Kolda. Après la fermeture des marchés hebdomadaires de Diaoubé et de Manda Douane, les autorités multiplient les réunions et mettent en place des comités de surveillance et un plan de communication pour sensibiliser les populations, nous dit Pape Madi Diop. Pas de signaux certes, mais tel un lourd fardeau, la psychose est là et bien présente. C'est très peur, hein? C'est dangereux quand même. Voilà. Est-ce que vous prenez des mesures préventives? Ah non, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ah oui. Parce que d'ailleurs, moi, je ne vais pas s'allier avec personne. Hein? Et ensuite, je ne mange pas n'importe quoi. Vous ne donnez pas la main aux gens, non? Jamais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. J'entends parler du virus, mais je ne connais absolument rien du tout. Si certains ont l'information, d'autres par contre ne comprennent absolument rien de ce qui se dit. Moins encore de l'existence de la fièvre Ebola en Guinée. Le virus Ebola? Oui. Vous ne connaissez pas le virus Ebola, non? Non. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Vous n'êtes pas informé qu'il y a un virus Ebola qui se trouve en Guinée, non? Guinée? Quelle Guinée? Guinée-Bissau ou bien Conakry? Guinée-Conakry. Non, je ne sais pas. Et pourtant, au niveau des médias locaux, la grille des programmes révisés s'inscrit dans une logique de sensibilisation. Il y a le Pula, il y a le Mandé, le Wolof et le Français. Nous avons donné des instructions à tous les animateurs, mais surtout ceux qui font des émissions religieuses, que cette maladie soit au cœur des débats. Des émissions interactives avec les techniciens de la santé permettent de faire connaître quelques symptômes de la maladie. Il y a les vomissements, il y a les maux de tête, il y a les douleurs musculaires, la forte fatigue, la forte faiblesse physique, que techniquement on appelle asthénie. Au niveau de l'exécutif, 4 arrêtés administratifs ont été déjà pris, comme pour dire gouverner, c'est prévoir. Et le préfet de Pelengara est principal concerné, a immédiatement aussi pris les dispositions nécessaires pour fermer le marché de Diaoubé pour le mercredi, pour que le marché de déjà Manda Douane qui était ouvert ne puisse pas se mouvoir vers Diaoubé. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau donc de Diaoubé, au niveau de Manda Douane, Biaro, tous les marchés qui sont dans l'arrondissement de Pakour, tous ces marchés sont fermés et les populations ont totalement adhéré à ces mesures. Le virus Ebola est très dangereux et sa propagation est très rapide. Cette contamination interhumaine se fait par le contact direct, par le contact avec des sécrétions comme la sueur, comme la salive, comme le sang, comme les vomissures des personnes infectées. Ce contact direct également, c'est soit le contact avec une personne vivante infectée, ou alors le contact avec les dépouilles mortelles, donc des personnes décédées de la maladie. À l'issue d'un CRD qui avait réuni tous les services régionaux concernés, les autorités en sont sorties rassurées. Il n'y a pas encore de cas notifiés de la maladie dans la région de Kolda. Ni de cas suspects, ni de cas probables, encore moins de cas confirmés. Donc au moment où nous parlons. Dans un souci de contrecarrer l'évolution imprévisible de la maladie, un plan de communication et des comités médicaux de surveillance sont mis en place, particulièrement dans le département de Vélingara, port d'entrée de la Guinée au Sénégal. Virus Ebola en Guinée, les autorités sénégalaises rassurent, aucun cas au Sénégal. Le ministre de la Santé a fait face à la presse ce matin. Elle a décliné les mesures prises par l'État pour éviter la maladie. Je vous propose tout de suite de suivre le ministre de la Santé, Eva-Marie Coll Seck, propos recueillis par Alassane Cissé. Il n'y a aucun cas au Sénégal, contrairement à peut-être ce qui a eu à circuler. Et il faut dire qu'il n'y a même pas de cas suspect. Là, il n'y a pas de cas confirmé, il n'y a pas de cas suspect. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
M. Macky Sall, qui suit tout cela de très près, le gouvernement du Sénégal, dirigé par Madame le Premier ministre, Madame Aminata Touré, avec l'appui des partenaires, et la plupart nous les avons ici, a mobilisé des équipes et pris les dispositions suivantes. D'abord, il était important pour une maladie qui n'a jamais existé dans notre pays ou dans notre sous-région d'envoyer à toutes les structures sanitaires, et je dis bien toutes les structures sanitaires, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées. On leur a envoyé une fiche technique qui décrit les signes et symptômes de la maladie, les moyens de prévention actuellement disponibles et la conduite à tenir immédiate pour la prise en charge des cas. Nous avons également renforcé la surveillance épidémiologique sur toute l'étendue du territoire. Tout cas suspect sera notifié. Et on a mis un accent particulier sur les frontières sud, mais également le port, l'aéroport, avec une remontée quotidienne des informations si jamais un cas devait être suspecté. Il y a aussi un plan qui a été révisé avec tous les éléments. Nous avons mis en place une dotation initiale avec des produits d'hygiène qui nous ont notamment été donnés par l'UNICEF et 900 kits composés de moyens de protection individuelle, comme je l'ai dit tantôt, à toutes les structures qui vont être en première ligne au cas où il y aurait un cas suspect. Nous avons aussi mobilisé des fonds, notre fonds sur la gestion des épidémies d'un montant de 145 millions de francs pour renforcer les moyens de lutte déjà disponibles. Mais nous avons nos partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, qui sont également prêts à apporter des éléments supplémentaires financiers pour nous aider à nous préparer à ce qu'il y ait une bonne prévention par rapport à cette épidémie qui sévit en Guinée. C'est vrai que certains vont se dire tout cela qui est fait peut-être pour rien, mais il faut mieux prévenir que guérir. Il s'agissait donc du professeur Eva Marie Colsec, ministre de la Santé, qui a fait face à la presse ce matin et qui est revenu sur les mesures prises par l'État pour éviter le virus Ebola. En partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a célébré la Journée nationale de la qualité avec l'approche des 5S. L'hôpital général de Grand Yoff a été choisi pour abriter la cérémonie. Aïda Mamadou Diop. Il s'agit de la célébration de la première journée nationale de la qualité. Pour mieux améliorer les soins et les services dans les structures sanitaires, le Sénégal avait adopté l'approche des 5S depuis 2007. Aujourd'hui, le bilan reste satisfaisant. Cette expérience pilote nous a permis de démontrer qu'il était parfaitement possible, avec cette méthode très simple, d'améliorer les performances. Et ceci est important dans un pays comme le nôtre, qui est un pays aux ressources limitées, pour ne pas dire pays pauvre, qui a besoin de tirer le maximum de ses ressources. Séparer, systématiser, salubrité, standardiser, se discipliner, les structures sanitaires pourront atteindre le top. En partenariat avec la JICA, le Sénégal ambitionne d'élargir l'approche 5S au niveau national. Aujourd'hui, le défi qui se pose à nous, c'est celui de généraliser et d'appliquer cette approche 5S dans l'ensemble de notre système. Nous le ferons avec l'accompagnement de la coopération japonaise, mais aussi avec l'engagement de tous les acteurs aux différents niveaux, hospitaliers, centres de santé, mais aussi au niveau national. Cette journée célébrée à l'hôpital général de Grand Yoff a permis aux responsables de constater l'efficacité de l'approche 5S. Une expérience concluante qui sera sans doute étendue dans l'ensemble des structures sanitaires du pays.
Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, FISFAO, la 3e édition se tient à Dakar. Les compétitions se déroulent depuis hier. Seul le Niger manquait à l'appel. La Côte d'Ivoire et le Sénégal affichent leur ambition pour le titre de champion du FISFAO. Dakar 2014, Dahaba reportage. Au commencement du 3e Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, les tout-petits, avec la finale du concours de Scrabble scolaire de Dakar. L'ordinateur m'a seulement avancé de 9 points. C'est la première fois que j'ai gagné le tournoi scolaire. Ce trophée aiguise des appétits chez les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, championne en titre, débarque à Dakar avec une équipe complète. L'édition précédente qui a eu lieu à Abidjan, les athlètes ivoiriens se sont bien comportés. Et sur les 27 médailles, 16 médailles ont été glanées par la sélection ivoirienne. Moralement, ils sont prêts, techniquement, ils sont prêts à aborder ce festival et je pense que les résultats seront beaux. Le Sénégal, pays organisateur de cette 3e édition, veut frapper un grand coup. Nos lions scrabbleurs visent une qualification au 43e championnat du monde. Quand on comptabilise au sein de notre équipe nationale 400 anciens champions du monde qui ont joué les premiers rôles dans cette équipe-là et qui restent sur les premiers sur cette liste-là, alors on peut dire qu'on a de réelles chances de remporter tout ce qu'on a mis en jeu. Un défi que veulent relever les fédéraux, heureux d'avoir bouclé le budget du festival. Sur les 8 pays attendus, il y a 7 pays déjà présents. Le budget étant couvert, les conditions étant les meilleures, le championnat peut se dérouler sous de meilleurs auspices. Nous sommes confiants parce que depuis 2 semaines, nous avons mis en regroupement les joueurs et je crois qu'aujourd'hui, ils sont fin prêts. Les épreuves se poursuivent tout au long de la semaine. La journée du 4 avril étant consacrée à une pause avant les finales élites, le Grand Chelem, prévu au soir du 5 avril. Pour lever une contrainte majeure dans le secteur agricole, l'État a mis en place un schéma de contractualisation commerciale du surplus de la production. Cela se passe entre les organisateurs et producteurs et les opérateurs du marché. Près de 5000 tonnes de mil, de maïs, de niébé et de sésame sont en train d'être commercialisées dans le bassin arachidien. Un système bien particulier que nous dévoile Ibrahima Diallo dans la rubrique Grand Format. Membre de l'ASC Diambougoum de Niakhar, Ababakar Sen assure le chargement de ces sacs de mil. Direction, le magasin de stockage de la communauté rurale. À bord de cette charrette, 400 kg de mil, le surplus de sa production qu'il vient commercialiser. Il y a 400 kilos. Kilo 200, tarif 80 000. Donc 80 000 tonnes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Numéro 195, il faut sac là, bon 201. Au sac là, on a un problème, a gigandot. Il y a un jikana hoyanga in, allez sac numéro nanga magigandot. Il y a un ogar, il justifie parce qu'il est au sac le carreau au hall. C'est lui que tous les producteurs attendaient. Avec son équipe, il vient procéder à l'enlèvement de la production. Un moment fort dans la vie de ces jeunes producteurs. Jeudi passé, à Diourbel, le marché dont ils dépendent, c'était à combien? C'était à 180. Okay. Ouais. 180. 180. Plus la marge de qualité. 25 francs. 25. Ce qui fait 205 francs. Un prix fixé conformément au protocole d'accord de la table filière 1000, mise en place par le projet d'appui aux filières agricoles. C'est ma 2e saison avec ces gens. Non seulement ils sont des gens qui ont un sens élevé de la qualité, qui savent ce qu'ils font, mais sur le plan de l'organisation, c'est une référence. Pour aujourd'hui, le camion peut enlever 12 tonnes de mil. Le reste de la commande sera